Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir comment investir en 2024 sur les marchés financiers. Et pour répondre à cette question, j'ai l'honneur d'avoir un invité, Axel, expert financier dans une grande banque privée, qui nous fait l'honneur d'être là et qui nous permettra donc de répondre à cette question. Comment investir en 2024 sur les marchés financiers? Que vous soyez quelqu'un qui souhaite investir et qui souhaite construire un portefeuille, ou que vous soyez déjà investisseur et que vous soyez donc déjà orienté sur ces marchés financiers. Allez, on est parti. Axel, je te remercie d'être là. J'espère que tu vas faire un plaisir de répondre aux questions et que tu vas nous éclairer sur ce sujet. Merci Jérémy pour cette invitation. Eh bien Axel, on va commencer déjà par faire un point sur l'année écoulée en 2023. C'est le plus simple, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui s'est passé. Tu peux quand même nous expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Et on va commencer forcément par le marché actions. Car oui, je le rappelle aux auditeurs, quand on peut investir sur les actions, les obligations, les métaux précieux et également le marché immobilier. Il y a aussi d'autres choses comme du private equity, des produits structurés. On n'en parlera pas aujourd'hui. Et on va commencer par faire un récap sur le marché actions. Alors merci Jérémy. Sur le marché action, donc on a une bonne performance sur la plupart des marchés, avec notamment 16,5 sur le CAC 40, plus de 40% sur le Nasdaq et environ 25% sur le S&P. On peut noter aussi la belle performance du marché indien qui a surperformé sur les marchés émergents cette année. Et du coup, est-ce qu'il y en a un qui n'a pas trop performé? J'ai l'impression d'avoir entendu que la Chine avait plutôt souffert cette année. La Chine a souffert, on l'entend depuis plusieurs mois, voire ça fait plus d'un an, du fait notamment de leurs problèmes au niveau de l'immobilier. Et ce qui se passe en ce moment fait qu'il y a un ralentissement dû à la crise de l'immobilier. Ça impacte également en Europe avec des valeurs comme le luxe, où on voit que les marges, la croissance des bénéfices, même si elle reste importante, notamment pour LVMH, a été impactée en fait par le ralentissement chinois. Et c'est un marché qui est un peu compliqué dans la mesure où tout le monde ne peut pas y investir, ce qui explique qu'il soit sous-valorisé aujourd'hui. Ok, donc c'est vrai que dans les marchés émergents, il y a l'Inde qui a performé, qui a peut-être poussé aussi le marché émergent à ne pas faire une performance trop catastrophique sur les ETF. Effectivement, l'Inde a un peu compensé la sous-performance du marché chinois, même si l'Inde aujourd'hui est un marché, on va dire, qui se valorise très cher de mémoire. Il se valorise à 30 fois les bénéfices. Par exemple, en Europe, on est à 12 fois. Donc on voit que l'Inde a bien performé, mais c'est un marché qui est très bien valorisé aujourd'hui. Et quand tu parles de valorisation, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu expliques 12 fois ou 30 fois? Comment tu calcules ça? Comment, enfin du moins un expert financier calcule la valorisation? Ce que tu viens d'expliquer en quelques mots, nous on peut pas tous comprendre. Ah ok, alors grosso modo, le ratio c'est le PEE ou le PER, Price Earning Ratio en anglais. C'est le ratio cours sur bénéfice. C'est-à-dire que, imaginons une valeur qui fait un bénéfice de 100 équivaut 1000. Donc on fait le rapport 1000 sur 100, donc c'est un PER de 10. Ça veut dire qu'elle met 10 bénéfices annuels pour rembourser son prix d'achat entre guillemets. Donc plus le PER est élevé, plus on peut dire que la valeur est chère parce qu'il faut plusieurs années de bénéfices pour rentabiliser le prix d'achat. On distingue deux types de valeurs, les valeurs deep value qui ont des PER plus faibles qui sont sous-cotées et les valeurs growth de croissance qui ont des PER plus élevés, ce qui s'explique en raison de leur forte croissance des bénéfices qui peut être de plusieurs de chiffres, par exemple pour les valeurs du luxe sur les dernières années, alors que les valeurs on va dire plus value, c'est des croissances plus modérées. Donc pour faire un récap sur le marché action, ce que vient de dire Axel, c'est que ça a très bien performé en 2023. En même temps, en 2022, c'était plus compliqué. Maintenant, on va parler de la partie obligataire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché obligation? On a eu un vrai rebond, enfin du moins c'est ce qui est écrit partout sur les échos et c'est ce qu'on suit nous avec Guillaume. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et bien effectivement, c'est un peu comme les actions. En 2022, ça a été une catastrophe bien plus marquante, on va dire, parce que les obligations sur les dernières années, c'était un marché qui bougeait très peu en raison d'une politique de taux qui était proche de zéro en fonction des zones géographiques. Ce qui s'est passé cette année sur le marché des obligations et surtout sur la fin de l'année, c'est qu'on a eu une détente des taux obligataires. On était monté jusqu'à 5% sur le 10 ans américain. On est redescendu à 4% environ en fin d'année, du fait de rumeurs ou de discours de politique des banques centrales, notamment avec Jérôme Powell qui avait laissé sous-entendre une baisse des taux qui pourrait intervenir courant 2024. Ce que le marché, ou plutôt dans le premier semestre 2024, ce que le marché anticipait pas vraiment, ce qui expliquait une détente obligataire, c'est-à-dire une baisse des taux longs sur les obligations avec environ 100 points de base, c'est-à-dire 1%. On est passé de 4 à 3 en Europe et de 5 à 4 aux États-Unis, ce qui expliquait du coup une surperformance du marché obligataire sur cette année.
Ok, donc ça veut dire aujourd'hui qu'on a fait des bonnes performances sur les obligations et on verra ce qu'on anticipe pour 2024. La performance de l'or, très rapidement, un point. L'or, de mémoire, ça a pris 10%. C'est pas un actif que je regarde vraiment parce que c'est un actif qui n'a aucun revenu. Et du coup, l'or, c'est plutôt une valeur refuge en fait. Bon, elle verse pas de dividendes, elle a pas d'intérêt, etc. Donc, du coup, cette année, elle est montée de 10% du fait des tensions qui ont eu lieu aussi au niveau de l'inflation. Il y a eu une tension géopolitique également qui ont un impact sur ces marchés. Ok, donc c'est vrai que les tensions peuvent aider l'or et dès qu'il y a moins de tensions, c'est le contraire. Du coup. Exactement, c'est un peu la valeur refuge comme tu l'as dit tout à l'heure. Ok, et faisons un point sur le marché de l'immobilier très rapidement. On peut investir en bourse sur les marchés immobiliers, il faut le savoir. Donc on passe par des sociétés, sociétés civiles de placement immobilier, sociétés civiles immobilières ou des organismes de placement collectif en immobilier. On appelle ça des SCPI, des OPCI et des SCI. Et je crois que ça a été très très impacté l'année dernière. Bon, forcément, il y en a qui ont sorti leur épingle du jeu et d'autres qui ont moins sorti leur épingle du jeu. Est-ce que tu peux nous faire un récap très rapide des performances que ça a donné à peu près en 2023 ? Oui, bien sûr, Jérémy. Alors, c'est vrai que l'année 2023 a été une bonne année, que ce soit sur les actions, les obligations, mais en revanche, sur l'immobilier, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir un portefeuille bien diversifié. L'immobilier ayant surperformé ou ayant bien performé sur les dernières années, encore lié à un contexte de taux bas. L'immobilier, donc cette année 2023, en fonction des sociétés, donc les SCPI, on a eu des pertes jusqu'à 20%, voire plus sur certaines. Les SCI, qui sont par nature plus liquides et moins investis et plus flexibles, ont eu des baisses un peu plus limitées, de l'ordre entre 0 et moins 10%, ce qui a fait entre guillemets un choc car les épargnants ne s'attendaient pas à une telle baisse, et personne d'ailleurs, qui du coup est lié forcément au ralentissement du marché immobilier, avec une hausse des taux d'intérêt brutale qu'on a connue en 2022 et 2023 sur la première partie de l'année, ce qui a fait un ralentissement du cycle, et du coup forcément il y a une révalorisation des biens du parc immobilier de ces sociétés qui est impacté négativement parce que les prix de l'immobilier baissent, notamment les grosses surfaces et les bureaux, du fait de ce ralentissement d'activité. Oui, et puis j'ai envie de dire que sur la bourse, quand on est dans l'immobilier, on prend directement la baisse, alors que dans le vrai marché immobilier, la baisse elle est plus longue, elle prend souvent 6 mois. Donc c'est vrai que là on le voit directement, on peut s'attendre à ça aussi sur le marché immobilier d'un point de vue réel. Exactement, c'est qu'un marché, ça fonctionne en décalé, donc on a parfois des périodes entre 6 mois et 1 an, voire plus, pour avoir la répercussion. On peut le voir aujourd'hui sur l'immobilier réel, comme tu l'as dit, notamment les prix qui baissent, les prix immobiliers baissent, mais dans une moindre mesure. De mémoire, sur Paris, on est à une baisse de 5 ou 6% depuis le début de la hausse des taux, alors qu'en réalité, pour compenser la hausse des taux qu'on a eu sur les crédits immobiliers, il faudra plutôt une baisse de 20 à 30%. Donc on a toujours un effet de décalage, même si je ne pense pas que ça aille jusque-là, mais il y a toujours un effet de décalage sur l'immobilier vu que c'est un marché moins liquide. Et pareil, si les taux étaient réamenés à baisser, ça serait le même décalage dans le temps pour reprendre un peu de valeur. On va parler maintenant de ce qui vous intéresse, chers auditeurs, forcément. C'est la partie 2024. Je le rappelle, on ne donne pas de conseils dans ce podcast, c'est très important de le comprendre. Pour avoir un conseil, il faut prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine, donc avec Jérémy Doyen ou Guillaume Bonnet, donc avec notre cabinet, pour avoir un conseil détaillé qui dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre profil investisseur. C'est très important de le dire. Maintenant, on va parler des marchés financiers et de ce qu'on peut envisager pour 2024, notre point de vue et le point de vue d'Axel. On va parler de actions, d'obligations, d'or et d'immobilier, mais cette fois-ci pour la partie 2024. Et avant ça, Axel, est-ce que tu peux nous faire un point macroéconomie, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer déjà en 2024? Est-ce que ça pourrait impacter sur les marchés par la suite? Alors, ce qui va se passer en 2024, je ne le sais pas, malheureusement, Jérémy, mais ce qu'on sait, c'est que cette année est particulièrement intéressante car on a à la fois deux événements qui vont pouvoir impacter de manière importante les marchés. Premièrement, on a une année où il n'y a jamais eu autant d'élections sur la planète, avec notamment l'élection américaine qui est la plus importante. On a des élections notamment à Taïwan, avec l'enjeu avec la Chine. On a des élections européennes en Europe, bien sûr, même si c'est un peu moins d'impact. Ce qu'on va regarder surtout, ça va être l'élection aux États-Unis, avec un éventuel retour de Trump en fonction des sondages, qui Trump donc a une politique de dépenses publiques importante avec une baisse des impôts, qui pourrait relancer la consommation et contrecarrer les projets de la Banque centrale vis-à-vis de l'inflation. Mais ça, c'est un autre sujet. Également, du coup, au niveau des banques centrales, on aura des baisses de taux. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelle mesure, mais en théorie, on devrait avoir des baisses de taux liées à la baisse de l'inflation et au ralentissement de l'activité, même si aux États-Unis, notamment, la croissance est toujours là avec un taux de chômage très faible. Donc c'est un peu les deux éléments qui vont driver les marchés, notamment actions et obligations. Immobilier dans un second temps, comme on l'a dit. Ça va être ces baisses de taux, quand elles vont arriver, de combien elles seront en termes de pourcentage, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.
Oui, et puis j'ai envie de dire que cette baisse de taux va dépendre beaucoup de l'inflation, donc on va regarder énormément l'inflation encore une fois. Effectivement, de l'inflation d'une part, et aussi de voir au niveau du ralentissement économique, parce qu'aujourd'hui l'inflation, on va descendre encore un peu, mais pas, il y aura toujours un effet de seuil. Attention aux matières premières également qui peuvent avoir un impact sur l'inflation, mais c'est surtout au niveau de la croissance, comment ça va se passer au niveau de la croissance et de la reprise économique. Oui, on espère pas trop de récession, c'est ça qui veut dire. Exactement, c'est que s'il y a une récession, les taux longs baisseront, et là aussi les taux courts également. Dans le cas inverse, il n'y a pas vraiment de raison que les taux longs baissent. Après, à noter la dissociation entre les taux longs qui sont sur le marché et les taux courts qui sont le fait des banques centrales. Donc. Eh ben on est parti, on va commencer par déjà, on va prendre deux profils, c'est ce qu'on disait avec Axel dès le départ. Un profil de quelqu'un qui voudrait investir, qui voudrait commencer à investir. Comment se positionner, quelles sont les stratégies à adopter quand on veut rentrer sur les marchés actions, et puis surtout aujourd'hui, quel portefeuille faire pour bénéficier de toutes les opportunités qu'il y a actuellement. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Auparavant, on disait Tina, there is no alternative, c'est-à-dire qu'on devait forcément aller sur les actions parce que les obligations rapportaient rien, l'or ne rapportait rien et l'immobilier rapportait 3-4%, donc on allait forcément sur les actions. Et on ne profitait même pas du fonds en euros parce que pareil, ça ne rapportait que 1 à 2%. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc quel est le portefeuille idéal, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui voudrait investir aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, pour simplifier, on va faire un profil un peu équilibré, donc ce qui est le cas de la majorité de nos clients, en parlant du coup notamment du mauvais élève des dernières années qu'on n'aimait plus trop, c'était le fonds euro. Donc cette année, notamment, enfin un peu l'année dernière, mais surtout cette année, ça a marqué le retour du fonds euro avec une performance moyenne en fonction des assureurs entre 3 et 3,5% hors offre bonus. Donc avec des offres bonus, c'est quand vous mettez une part en UC, en unité de compte dans vos assurances-vie environ à 50-50. On a des assureurs qui ont versé entre 4 et 5%. Oui, c'est le cas chez nous également. Également, très bien. À voir aussi sur les prochaines années, j'ai eu écho d'assureurs qui faisaient des offres bonus avec un rendement boosté de 2% sur les 2 prochaines années, ce qui, entre guillemets, garantit en fonction du taux de base un rendement entre 5 et 5,5 du fonds euro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos allocations, on conseille vraiment de mettre du fonds euro sur une partie entre 30 et 50% pour bénéficier justement d'un rendement intéressant, 5,5% net de frais de gestion sur 2 ans. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, on garantit un capital bien sûr, ce qui permet à la fois d'avoir un rendement safe et aussi éventuellement d'avoir une poche de liquidité importante pour investir sur d'autres classes d'actifs s'il y a des mouvements de marché importants. Donc là, tu es en train de me dire que pour un niveau de risque de 1, je peux avoir un rendement à 5. Alors non, je te dis pas ça parce que cette offre bonus de 5 est conditionnée à une diversification à hauteur de 50% de ton contrat. Ok. Donc ça dépend ce que tu mets à côté. Si tu mets des obligations investment grade, tu peux avoir un risque très faible. Après, si tu mets des actions ou des produits structurés, ça peut être différent. Mais ok, mais en tout cas, sur cette partie-là, le niveau de risque est bien à 1. Et si on diversifie à côté, on aura bien ce rendement à 5 sur cette partie-là. Exactement. En fonction des assureurs, les offres, elles sont à peu près pareilles pour tout le monde. Même si, c'est important de le mentionner, le fonds euro, en fait, les assureurs, chaque année, ils ont un rendement qu'ils distribuent aux adhérents. Ils peuvent choisir, ils ont l'obligation de constituer une réserve sur ces montants-là, qu'ils ne distribuent pas, mais qu'ils doivent distribuer dans les prochaines années. On a eu, sur les dernières années, quand les fonds euros étaient environ à 1 ou 1,5%, des assureurs qui versaient l'ensemble des revenus et qui faisaient très peu de réserves, donc qui versaient des rendements supérieurs à la moyenne de l'ordre de plus 0,5 par exemple, sur 4 ou 5 ans. Et cette stratégie-là, c'était pour attirer les clients. Exactement, et ça a très bien fonctionné sur les dernières années, avec un contexte de taux bas. Mais ça veut dire donc qu'ils ont collecté quand les taux étaient bas. Exactement. Donc c'est pas forcément bon pour le futur, c'est ça que tu veux venir. Je suis sûr que tu vas venir vers ça. Alors ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vu l'impact cette année donc sur le rendement 2023 qu'on a connu donc sur les dernières semaines, au début janvier. C'est que des assureurs qui versaient des taux qui étaient top taux entre guillemets sur les dernières années. Cette année, donc le taux moyen, je t'ai dit, c'était entre 3 et 3,5. Cette année, ils ont versé plutôt vers 2,5, 2,5. Ah oui. Donc on voit la stratégie des assureurs qui, certes, sur les dernières années, avaient beaucoup mis en réserve, mais qui ont pu distribuer des montants importants cette année. Et en revanche, la stratégie donc, qui avait payé sur les dernières années des assureurs qui ont mis peu de réserve, entre guillemets, ils vont avoir, je ne connais pas en détail, mais du coup, par rapport aux autres assureurs, ça peut entraîner des réorganisations d'assurance vie en fonction des clients. Oui, tout à fait, mais c'est important de le comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des opportunités à aller chercher chez les autres assureurs. Exactement. Pour ceux qui travaillent là-dessus, peut-être qu'il va falloir réorienter carrément le contrat d'assurance vie. Exactement. Après, à prendre en compte aussi l'antériorité fiscale, l'âge de versement, etc. Mais à profit légal, aujourd'hui, c'est vrai que le fonds euro, c'est un peu la guerre entre les assureurs parce que c'est devenu la nouvelle compétition avec les comptes à terme qui sont moins compétitifs vu que les taux ont un peu baissé. Mais le fonds euro, je pense, ça va être le moyen d'attirer de beaux clients sur l'année 2024. Mais tout à fait. On le voit déjà, nous, avec nos clients aujourd'hui. C'est vrai que c'est un moyen qui est assez facile de ramener du client parce que le rendement est tellement intéressant. Exactement, sans risque. Donc exactement. C'est ce qu'on ne connaissait pas les années d'avant, justement. Et donc on est à 30 à 50%. Ça, c'est le conseil pour un profil équilibré. On le rappelle, c'est pas forcément un conseil, c'est vraiment
on essaie de faire quelque chose si on devait le faire nous-mêmes, aujourd'hui, pour un profil équilibré. Derrière, après ces 30 ou 50%, allez, on va dire qu'on met 50% de fonds en euros. Ça ne nous embête pas trop. Il reste 50% ou 60% à allouer. Vers quoi on va ? Je pense qu'il faut encore diversifier. Et qu'est-ce qui est intéressant aujourd'hui ? J'insiste, ce que je veux savoir, c'est moi ce qui est intéressant aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, on va parler en termes de profil de risque, entre guillemets. On va commencer par le profil des fonds obligataires. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'obligataire, c'est que vous avez différents types de sociétés qui ont des notes qui sont émises par des agences de notation. Donc, il y a la catégorie Investment Grade. Donc, c'est entre guillemets les entreprises les mieux notées, donc qui ont un bilan plus sain, des résultats plus stables, moins d'endettement. Et les entreprises high yield. En anglais, ça veut dire haut rendement. Bien regarder après ce qu'il y a dans la cote high yield, parce qu'il y a des entreprises qui sont à la limite de l'investment grade et d'autres qui sont vraiment tout au bout de la liste. Donc, il faut voir ce qu'on a dedans. Ces entreprises, donc forcément, plus elles sont risquées, plus le rendement est intéressant. Et on a vu donc des classes d'actifs donc obligataires l'année dernière qui ont performé entre 5 et 15%. Donc ça peut ressembler à des performances de marché action. Cette année, ça peut être encore le cas de jouer sur la vague, enfin de surfer sur la vague obligataire avec des rendements, que ce soit sur des fonds datés, par exemple. Je ne sais pas si vous en faites, Jérémy. Ouais, exactement, on travaille avec de très belles sociétés de gestion là-dessus. Donc des fonds datés qui sont un peu devenus les superstars ou de 2023 avec les comptes à terme, avec des rendements qui sont capés qui sont prévus à l'avance, le TRI en interne qui est prévu sur le contrat en fonction du rendement des obligations, et on arrive entre 5% pour les fonds investment grade, voire 7 ou 8%, tu me dis si je me trompe, ouais, c'est tout à fait sur les sociétés, sur les fonds high yield. Après, il y a des fonds qui sont mitigés, enfin partagés entre les deux, et on peut aller chercher des rendements sur 4 ans annualisés à de l'ordre de 6 ou 6,5%. Ouais, exactement. Surtout que ces fonds-là se protègent aussi du risque de défaut des entreprises. Donc il y a aussi un coût de protection, sinon les rendements seront encore plus élevés. Exactement. Alors vous êtes protégé en partie sur le risque de défaut des entreprises, et vous êtes protégé contre l'effet taux, parce que si vous détenez une obligation jusqu'à son échéance, donc c'est le principe des fonds datés, vous enlevez l'effet taux. Donc vous avez le rendement, vous avez le risque de défaut, mais qui est en partie protégé par les coûts de protection du fonds. Ok, donc là c'est vrai qu'il faudra allouer une partie des 50% sur la partie obligataire, et peut-être que c'est plus qu'avant, et ça c'est sûr et certain. Exactement, ça peut être par exemple, si on schématisait, on peut dire 25% sur l'obligataire, avec la majorité de ces 25% sur un fonds investment grade, parce qu'on reste sur une approche, on va dire, sur un profil équilibré, et par exemple 17,5% en investment grade, et les 7,5% sur la partie high yield. Et maintenant je vais te poser une colle, Axel, et c'est ce que tout le monde attend. Est-ce qu'aujourd'hui on doit aller sur les marchés actions après avoir fait des performances aussi élevées l'année dernière ? Je le rappelle, 2022 avait été faible, donc forcément il y avait une baisse et un rattrapage par la suite, mais quand on voit le Nasdaq aujourd'hui à 17 000 points, est-ce qu'aujourd'hui investir sur le Nasdaq c'est pouvoir avoir de la performance, et surtout avec un rendement espéré qui se rapproche presque de l'obligataire pour le niveau de risque qui est beaucoup plus élevé. Donc la question que je te pose aujourd'hui, pour la partie obligataire, je le rappelle, le niveau de risque il est à 2 et 3 entre IG et high yield, par rapport à un fonds en euros qui a un niveau de risque 1. Là, on va parler des fonds actions et de la performance des fonds actions. On a un niveau de risque qui est entre 5 et 7 en fonction des supports. Je sais qu'Axel est très tendance action. J'attends sa réponse avec impatience, mais j'essaie de le challenger en lui demandant ce qui va se passer concrètement, parce qu'on a quand même des marchés qui sont au plus haut et ça, tu peux pas le nier. Alors, déjà, pour ta première question, est-ce qu'il faut aller sur les actions ? Moi, j'ai toujours entendu, et quand j'écoutais les gérants, c'est que quand on leur posait la question quand est-ce qu'il faut sur les actions, la réponse c'est quand vous avez de l'argent. Parce que si vous regardez sur les 20, 40, 60 dernières années, le rendement annualisé, la classe d'actifs qui a rémunéré le plus, c'est le marché action. Donc en fonction des zones, ça peut être entre 8 et 12% annualisé, plus 10 sur le S&P de mémoire et plutôt 7 ou 8% annualisé en Europe, dividendes réinvestis bien sûr. Donc il faut toujours aller sur le marché action. Si on regarde par exemple l'année dernière, c'est intéressant, c'est que vous voyez la performance notamment sur le CAC 40, elle s'est faite sur 2 mois. Elle s'est faite en janvier, donc début de l'année tout allait bien, tout le monde a acheté des actions. Ça a monté de peut-être 10%, voire un peu plus sur le mois de janvier. Entre janvier et le reste de l'année, il y a eu des baisses. On est descendu on était monté à 7005, on est redescendu à 7000, 7002, et après on redescend, etc. On a eu une baisse plus importante en septembre avec la montée des taux obligataires. Et au mois de novembre, tout va bien, le marché reprend toute la performance, et on voit que la performance finalement elle a été faite en 2 mois. Donc si l'investisseur n'était pas là et rentré sur le marché par exemple en mars, c'était trop tard déjà parce qu'il a loupé la moitié de la performance, ou s'il était parti parce qu'il se sentait pas bien, parce qu'il pensait que ça allait encore baisser en septembre, il serait parti en septembre et au final il aurait une performance limite négative sur l'année 2023. Alors que le marché fait plus 15. Alors que le marché fait plus 16,5 exactement sur l'année. Donc moi, ma réponse c'est qu'il faut tout le temps aller sur le marché action quand on a de l'argent, en fonction de votre profil de risque bien sûr. Le marché action n'est pas cher partout. En Europe, comme je dis tout à l'heure, on a une valorisation de 12 fois les bénéfices contre 15 historiquement. Le Nasdaq, ok, on peut estimer qu'il est cher, mais par nature, c'est que des valeurs de croissance, donc c'est difficile à évaluer sa valeur.
On a eu aussi en 2023 l'émergence de l'intelligence artificielle qui peut avoir un potentiel très important pour toutes les entreprises, hein, pas notamment les sociétés comme Nvidia, mais à terme ça peut se développer sur toutes les entreprises, et ce qui peut améliorer la profitabilité, la rentabilité. Donc le Nasdaq, on va dire que c'est à part, même si le Nasdaq ça repose surtout sur cette valeur, hein. Donc, vous avez déjà dû les nommer ici, hein. Si on regarde, c'était les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Microsoft et Apple, et les deux nouveaux de l'année 2023, donc c'est les 7 magnifiques, maintenant on les appelle, c'est avec Nvidia et Tesla. Donc si on regarde, comme j'ai dit tout à l'heure, la performance du marché américain, elle s'est faite grâce à ces 7 valeurs. Si on enlève ces 7 valeurs, le S&P 500, il est quasiment flat, hein, de mémoire. Donc tu es en train de me dire que le S&P 500, il a fait 24% grâce à 7 valeurs, ça veut donc dire que 7 valeurs ont porté très très fortement à la hausse, parce que les 493 restantes ont fait 0% en moyenne. Exactement, sur la totalité, si tu enlèves donc le S&P 493, à la louche, il a été flat en 2023. Ça, c'est assez incroyable. Et ça montre justement la surpondération en fait, de ces valeurs, que ce soit au niveau mondial et sur le marché américain, et d'où l'importance du stock picking également. Ouais, ben, j'allais en venir. Et quel secteur privilégié pour cette année 2024? Je sais qu'on rentre dans le détail et c'est compliqué de se positionner. Après, je sais que certains secteurs ont beaucoup souffert de la hausse des taux, et peut-être que c'est aussi profiter des rebonds sur ces secteurs-là. Donc j'attends ta réponse aussi avec impatience là-dessus. Bien sûr, ce n'est pas un conseil, je le rappelle, je suis obligé de le redire plusieurs fois. Axel, ça doit t'énerver d'entendre ça, mais en tout cas, il faut le dire, c'est important. Ce n'est pas un conseil, ce sont des recommandations, et il faut venir en rendez-vous pour en savoir plus. Alors effectivement, c'est une question un peu marrante, parce que quand tu questionnes plusieurs analystes, il y en a toujours un qui va dire quelque chose de différent. Chacun a ses convictions. Moi, mes convictions sur cette année, il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert, notamment l'année dernière, le luxe, qui a sous-performé sur l'année 2023, avec des valeurs comme LVMH qui sont des très belles valeurs, qui ont une baisse importante par rapport à leur plus haut, donc elle était montée à 900 de mémoire, là aujourd'hui, au jour où on se parle, elle est dans les 650-660. Ça peut être intéressant de retourner sur ce genre de valeurs qui sont très bien diversifiées, qui sont certes dépendantes de la Chine, donc la Chine, on attend éventuellement un plan de relance économique. On a des valeurs comme les valeurs value, notamment les bancaires. Alors les bancaires en fait qui depuis 10 ans ça sous-performe, ça vaut plus rien quasiment parce que les taux sont très faibles, il y a des coûts de couverture importants, elles ont des fonds de dotation à remplir, etc. Elles ont beaucoup de contraintes. Là elles ont commencé à refaire un peu de résultats avec la hausse des taux, sauf on va dire aux États-Unis et en Europe, et peu en France, parce qu'en France on fonctionne en taux fixe, donc ça met plus de temps à se mettre en place. Mais on a des valeurs qui valent rien, on a entre BNP, Crédit Agricole et Société Générale. Société Générale, je crois qu'elle vaut encore moins, elle doit valoir 4 fois, c'est un PER de 4. Et c'est des valeurs qui vont avoir des augmentations de leurs résultats du fait de la hausse des taux et du fait de la pontification de la courbe des taux, donc ça c'est un peu plus spécifique. C'est qu'en théorie les taux longs doivent être plus rentables, doivent être plus élevés que les taux courts, et on a eu un phénomène d'inversion de la courbe sur l'année 2023, ce qui empêchait les banques d'optimiser leur rentabilité. Ok, donc on a deux secteurs là, donc tu viens de citer, le secteur du luxe et le secteur de la banque, et bien le secteur bancaire, assurantiel aussi, je suppose. Et Axel, que penses-tu du secteur automobile qui a souffert énormément en 2022, qui a un petit peu rebondi en 2023? Qu'en penses-tu? Alors on a eu une très belle performance, notamment de Stellantis, de mémoire, a fait la meilleure performance du CAC 40, hein, donc après c'est une valeur qui valait rien en termes de PE, je crois qu'elle valait dans l'ordre d'un PE de 2, donc c'était totalement ridicule pour une société avec une forte croissance et une forte part de marché, qui est passée de 12 de mémoire à presque 21-22 sur l'année 2023. Par essence, c'est un marché qui est quand même sous-valorisé depuis plusieurs années, c'est un peu comme les banques dans une moindre mesure. Je ne serais pas forcément très favorable non plus à allouer une partie de mon capital sur ces classes d'actifs, parce que le marché automobile, c'est un marché très concurrentiel. C'est un marché qui évolue beaucoup à la fin du thermique, donc il y avait des boîtes comme BMW, Mercedes qui étaient très fortes dans ces domaines-là. Là, on passe à l'électrique, donc je crois que là, on a eu un record cette année en 2023 sur la vente de voitures électriques. C'est un marché très concurrentiel, on a aussi BYD aussi en Chine. Donc je reste un peu plus en recul pour l'instant sur ces classes d'actifs. Je pense qu'il y aura des winners, et il y aura des gens qui vont perdre des sociétés qui vont perdre des parts de marché. Mais pour moi, après la belle année 2023, j'irai pas sur le marché automobile pour l'instant. Ok, bah c'est important, il faut se positionner. Moi j'aime bien quand on se positionne. De notre côté, sur cette allocation, du coup, le profil de l'investisseur qui veut investir, on mettrait quel pourcentage? 10, 15, 20% à t'entendre? Alors sur la partie action, moi je mettrais 25% aujourd'hui. Donc 25-25 obligataire action. On va peut-être parler d'autres choses, on va expliquer qu'il y a d'autres choses aussi. Oui, possibles, alors après c'est vrai qu'on aurait plutôt sur un 40% fonds euros, un 25% obligataire et un 25% action. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, après il faut raisonner en zone géographique aussi en termes d'action. Oui, tout à fait. Et pour moi, des fonds américains, sachant que c'est le marché qui depuis plusieurs années, depuis de longues années, pour pas dire toutes les années, surperforme l'Europe, hein, donc avoir des actions américaines pour moi ça me paraît indispensable, et notamment les actions, donc les 7 magnifiques qui me paraît indispensable dans une allocation aussi pour aller chercher de la performance sur le long terme.
Oui, c'est normal. La diversification au final avec quelques secteurs à privilégier, notamment la tech du coup aux US, c'est-à-dire les 7 magnifiques, et puis derrière la partie Europe, on l'a compris avec certains secteurs comme le luxe ou aussi les banques selon Axel. Point important par rapport à ça, de notre côté, on va du coup parler de ce profil-là. Derrière, on aurait pu parler aussi de produits structurés qui ont fait leur retour. Et je pense que c'est important de faire un tout petit point là-dessus, parce qu'aujourd'hui, louper cette stratégie de produits structurés pour les clients qui ont des capitaux plutôt importants. J'insiste, parce que le produit structuré est un produit déjà qui est plus complexe à comprendre. Il faudra des capitaux un peu plus importants. Et puis derrière, ça peut permettre, dans une stratégie globale, d'orienter sur des produits structurés. J'aimerais que tu fasses un point très rapide sur le produit structuré, sur la partie, par exemple, des stock picking dans le produit structuré ou des structurés qui sont plutôt globales. Je sais que c'est un peu plus complexe, certains vont nous perdre ici, mais on va essayer de rester très simple. Effectivement, on va essayer d'aborder ce produit structuré de manière assez simple pour pas vous perdre. Les produits structurés, donc, c'est des produits qui se développent très bien sur les dernières années, donc, qui font preuve d'innovation avec aujourd'hui, avec la hausse des taux. Vous pouvez avoir des produits structurés donc, avec un capital garanti en partie à l'échéance qui vous procure un rendement entre 8 et 10%, par exemple, avec des dates de sortie quotidiennes. Alors, je ne sais pas ce que vous commercialisez, vous, chez Bonnet. Donc, vous attendez un an, vous êtes basé sur un... Alors, pour résumer, je crois que cela a fait l'objet d'un podcast précédemment, mais on va faire un petit récap. Vous investissez aujourd'hui sur un indice ou un sous-jacent action, par exemple, une action ou un indice. Au bout d'un an, on constate le niveau de l'action ou de l'indice. Si celui-ci est supérieur ou égal au prix d'achat, vous avez un coupon de X%. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 10. Si ce n'est pas le cas, on regarde tous les jours jusqu'à ce que ce soit le cas dans la limite de 10 ans avec une protection capitale à l'échéance, dans la limite de 50% en moyenne, en fonction des produits que vous faites. Donc ça veut dire qu'on est garanti en capital, même si le produit baisse de 40%, enfin 30-40%, parce qu'il y a une garantie en capital qui est en moyenne de 50% dans les produits proposés, même 60% des fois. Et cette garantie en capital permet de se protéger d'un marché action qui pourrait être très mouvant dans les années à venir, ou du moins de l'indice qu'on a choisi qui pourrait être très mouvant. Si tu as un sous-jacent action, oui. Après, en réalité, les produits structurés, on regarde, mais en moyenne, la maturité entre 2 ans et demi et 3 ans de mémoire. Maturité, ça veut dire quoi ? Enfin, la date de sortie en moyenne, même si, bien sûr, c'est important, effectivement, comme tu le dis, c'est qu'au bout des 10 ans, même si tu n'es toujours pas sorti, c'est-à-dire qu'il y a eu un marché flat ou négatif sur 10 ans, tu as quand même, dans la limite de 50%, une protection capitale. Donc, tout ce que tu perds, entre guillemets, c'est l'inflation. Okay. Donc, l'avantage des produits structurés dans une allocation, nous, on aime bien les mettre en couverture. C'est-à-dire que quand vous avez un marché action qui est atone ou qui fait 0 ou 1%, votre produit structuré, du coup, peut sortir parce que c'est supérieur ou égal au prix d'achat. Et donc, vous pouvez avoir un produit structuré qui vous rapporte entre 8 et 10%, par exemple, alors que le marché a été flat. En revanche, le revers de la médaille, c'est que si le marché, comme cette année, par exemple, il fait 16 ou 20%, vous n'avez que vos 8 ou 10. Mais du coup, ça permet d'avoir une couverture et d'essayer d'avoir un rendement assez lissé sur les années. Donc, c'est un très bel outil qui permet à la fois d'avoir un aspect protection, parce que du coup, c'est ce que les clients aiment beaucoup sur ce produit, hein, c'est que vous avez le coupon qui est connu à l'avance, vous avez une sécurité jusqu'à une protection capitale importante, et ça permet justement d'avoir un rendement même quand le marché fait une performance flat, voire très faible. En fait, idéalement, si on pouvait avoir une boule de cristal, il faudrait investir sur les produits structurés quand les marchés sont hauts et investir sur les actions en direct quand les marchés sont bas. Mais alors ça, faut-il encore le savoir. Exactement. Moi, la mienne, je l'ai perdu en vacances l'année dernière de boule de cristal, donc je peux pas t'aider là-dessus. Et c'est dommage. Ça aurait été vraiment un super podcast sinon. On n'est pas loin. Je ne serais pas là. Mais du coup, pour résumer, au niveau de l'allocation, on pourrait conseiller 40% en fonds euros. 25% en obligations avec une répartition investment grade à yield, 25% en actions, donc on a dit bien diversifié, bien sûr, zone géographique et secteur, et on pourrait mettre 10% en produits structurés, notamment en ce moment, voilà, vu que ça rapporte des taux intéressants, grâce au niveau des taux, encore une fois, c'est dommage de s'en priver, c'est comme les obligations. Et j'ai même rajouté une stratégie de versement mensuel. Quand on veut rentrer sur les marchés actions, souvent on pourrait même orienter un peu plus sur la partie obligataire au départ et augmenter les versements mensuels des clients vers la partie action, c'est-à-dire avoir une stratégie vraiment de DCA pour, tu le sais, quand on rentre sur les actions, c'est bien d'acheter un petit peu plusieurs fois et pas d'acheter tout en une fois. Donc c'est vrai que cette stratégie-là pourrait aussi compléter la stratégie de départ. Effectivement, tu peux faire des arbitrages après en fonction de la période. On a dit que le fonds euro, ça peut être intéressant sur 2 ans. L'obligataire aussi, ça peut être intéressant sur une courte ou moyenne période parce que du coup, il y aura un impact avec les taux. Donc s'il y a une belle baisse des taux longs, on peut avoir une belle performance obligataire sur très court terme. On a vu cette année des fonds investment grade qui ont fait 10%. Pourquoi pas prendre la plus-value en année 2024 ou 2025 et par la suite justement réallouer ce capital à la fois sur d'autres secteurs. Ça peut être l'immobilier qui a bien baissé cette année, ça peut être les actions, à voir dans 1 ou 2 ans ce qui sera opportun de faire. Oui, tu reviendras pour faire un nouveau podcast. Si tu es encore vivant en tant qu'expert financier et que tout s'est bien passé pour toi selon tes conseils. Derrière, de notre côté, point important par rapport à ça,
On va pas parler trop de l'immobilier parce qu'aujourd'hui, nous, on conseille pas du tout, clairement, d'investir sur l'immobilier pour l'instant. C'est trop incertain par rapport à ce qui se passe actuellement. J'insiste, ceux qui sont investis sur la partie immobilière, il faut rester investi parce qu'on investit sur le long terme. Mais aujourd'hui, rajouter des fonds sur la partie immobilière, c'est pas notre conseil. En tout cas, c'est pas le conseil qu'on fait au sein du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Par contre, il faudra peut-être y penser dès le second semestre 2024 ou peut-être même attendre l'année 2025 pour se repositionner sur le marché immobilier, car c'est un marché de temps long. Donc pour ceux qui sont investis, on reste dessus. Mais par contre, pour ceux qui voudraient investir, je pense qu'on peut conseiller de patienter encore un peu. Et maintenant, pour celui qui est déjà investi et qui aurait un profil comme ça, qu'on aurait mis l'année dernière, ça veut donc dire que de son côté, le fonds en euros aurait performé, le fonds obligataire aurait performé, les fonds actions auraient performé et le produit structuré aurait performé. Qu'est-ce qui fait de toute cette plus-value, le client qui a fait autant de plus-value? Est-ce que c'est pas un conseil des fois de savoir prendre ses plus-values ou pas? Ou qu'est-ce que tu conseilles toi sur ces sujets-là? Alors oui, effectivement, du coup, sur la partie marché action, on va dire que le fonds euro ne touche pas, l'obligataire non plus. Sur le marché action, si on a fait une belle performance en fonction, ou si vous étiez investi sur le Nasdaq et vous avez fait 45%, par exemple, ça peut être intéressant de prendre un peu moins de 45% parce qu'il y a la parité euro-dollar à prendre en compte, mais on va oublier ce point. Ça peut être intéressant effectivement de prendre la plus-value, de la sécuriser soit sur du fonds euro ou soit sur un support obligataire, du coup investment grade, on va dire pas yield, investment grade pour aller sur un profil assez safe entre guillemets, d'avoir un rendement intéressant et pourquoi pas de profiter d'un éventuel creux de marché qui pourrait intervenir dans l'année ou en 2025 pour réinvestir ces capitaux-là. C'est toujours intéressant de prendre ces plus-values, même si encore une fois ça doit dépendre de votre profil d'investisseur et d'autres raisons de placement. S'il n'y a pas d'intérêt à toucher l'argent dans les prochaines années, autant laisser. Concernant le produit structuré, donc normalement il doit arriver à échéance. Et donc moi, ce que je propose, c'est effectivement de repartir sur un produit structuré. Et surtout actuellement. Surtout actuellement, avec encore une fois des taux qui sont très intéressants, des protections à capital, des sorties quotidiennes, ce qui est important. Avec aussi ce qu'on peut avoir, c'est un effet mémoire sur les produits, donc les produits structurés Phoenix, on appelle ça, ce qui permet d'avoir des coupons même quand le marché est baissier. Par exemple, on avait des produits qui versaient des coupons de 4 ou 5%. Donc en année 1, si vous sortiez, même si vous ne sortiez pas, vous aviez un coupon de 4 ou 5% pour attendre entre guillemets. Donc ça permet entre guillemets aussi d'avoir une obligation avec un taux de rendement pour attendre qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on avait dans les années avant. Ok, donc ça c'est hyper intéressant aussi pour l'investisseur qui est déjà investi. Oui, c'est toujours le conseil qu'on peut donner, c'est de savoir prendre les gains quand il y en a. Et par contre, il faudra aussi savoir réinvestir s'il y a des pertes. Donc quand on baisse, quand les marchés actions baissent, il faut savoir réinvestir. Quand les marchés actions montent, la plupart du temps, il faut savoir aussi prendre ses gains. Il ne faut pas être trop gourmand tout le temps. Exactement. Et comme l'a dit Jérémy, pour la partie immobilier, c'est vrai que si vous êtes déjà investi, donc en fonction ça peut dépendre aussi de la date sur laquelle vous avez investi, parce que généralement sur les SCPI, l'horizon de placement est relativement élevé. On conseille plutôt ça sur 10, 15, voire plus sur 10, 15 ans. À voir aussi en fonction de vos projets, mais c'est sûr que là c'est un trou, l'immobilier c'est un cycle, il y a du rendement, donc attendre de voir, pas vendre tout de suite et attendre de retrouver un marché immobilier plus solide qui devrait arriver, ça fonctionne par cycle, donc ça devrait arriver dans les prochaines années, ça met juste plus de temps que les autres classes d'actifs. Et si vous avez des doutes, contactez-nous, on vous donnera l'avis qu'on peut avoir et on analysera de notre côté cette SCPI en question ou cette SCI en question pour savoir si c'est des bureaux, si c'est très bien diversifié, si ça va reprendre, savoir un peu la dynamique de cette SCPI et savoir aussi combien il y a de rachats en cours actuellement dessus. Exactement, ce qu'il faut regarder c'est ça, c'est qu'en fait toutes les SCPI ne se valent pas, vous en avez qui ont plus ou moins de cash, donc qui peuvent aujourd'hui acheter des biens qui ne valent bien moins cher qu'il y a 2 ans. Je vois aujourd'hui sur le marché parisien, il y a des bureaux qui se vendent 20 ou 30% moins cher que ce qui se vendait il y a 2-3 ans, donc ça peut permettre aussi sur certaines SCPI ou SCI d'avoir des belles opportunités, donc des belles plus-values pour la suite. Il ne faut pas raisonner vraiment sur la classe d'actifs, il faut raisonner vraiment en fonction de la SCI ou de la SCPI en question, parce que, comme l'a dit Jérémy, en fonction de si c'est des bureaux, du résidentiel, de la santé, etc., et de leur part de cash, leur niveau d'endettement, et aussi des rachats en cours, la solution optimale peut être différente d'une SCPI à l'autre. Merci beaucoup Axel pour ce podcast, merci pour être venu, avoir apporté tes conseils. On le rappelle et on le résume, aujourd'hui il y a 2 classes d'actifs qui sont revenues en force, c'est les produits structurés et les fonds obligataires, et les performances des années passées ne présagent pas les performances futures, et ça c'est une phrase que tout le monde dira et qui est écrite sur tous vos documents quand vous signez un document avec la banque ou avec un conseiller en gestion de patrimoine. Et je le rappelle, c'est important de le comprendre, ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire ce qui va se passer. Par contre, on peut juste être certain que certaines classes d'actifs sont à privilégier actuellement. Voilà, je te remercie Axel d'être venu, je te remercie d'avoir apporté tous tes conseils et puis surtout de nous avoir aiguillés sur certains thèmes, certains sujets qui sont plus complexes. Et avec plaisir Jérémy, à bientôt. Et puis je vous le rappelle, si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie de nous mettre la note de 5 étoiles et surtout d'aller écouter notre prochain podcast qui est complémentaire à celui-ci parce que ça dépend aussi de l'âge pour investir. Donc si vous avez 20 ans, 40 ans ou 60 ans,
allez écouter l'épisode 21, comment investir à 20, 40 ou 60 ans. Ça vous permettra d'avoir un complément, j'ai envie de dire, à ce podcast aujourd'hui. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.